Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h04 et j'ai voulu un débat sur la dissuasion nucléaire de la France. Pourquoi ? Parce que d'abord on en débat rarement, il est rare d'organiser des débats sur cette question. Ensuite, parce qu'il y a 8 jours, presque 8 jours maintenant, le président de la République était invité de France 2 et il a abordé cette question, la dissuasion nucléaire, l'arme nucléaire française. Que faire de l'arme ? Comment utiliser ? Utiliserions-nous l'arme nucléaire française ? La France n'utilisera pas son arme nucléaire en riposte à une attaque nucléaire russe en Ukraine, c'est ce qu'il a précisé, c'est ce qu'on a cru comprendre. Alors, quelle est la doctrine nucléaire de la France ? Dans quelle situation la France pourrait-elle utiliser son arme nucléaire ? L'arme nucléaire est-elle une arme strictement défensive ? C'est une question, ces questions-là et d'autres que nous allons aborder avec nos invités, nos 3 invités. Lova Rinel, qui est chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Jean-Marie Collin, qui est porte-parole d'ICAN France, campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires. Prix Nobel de la paix 2017 pour c'est pas une fondation, c'est une association. C'est une campagne internationale qui regroupe 600 ONG. Voilà, 600 ONG. Jean-Marie Collin donc est avec Bonjour, nous et Bastien Lachaud, qui est député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, membre de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Bien, je commence. Quelle est la doctrine nucléaire de la France ? Est-ce une doctrine strictement défensive, légitime défense, quelle cible éventuelle, est-ce que l'objectif est uniquement militaire l'objectif, si nous répliquions, serait uniquement militaire, et est-ce que nous frapperions simplement les centres du pouvoir chez l'adversaire ? Ces questions-là sont posées, mais je voudrais revenir sur ce qui s'est passé mercredi dernier sur France 2. Emmanuel Macron était invité de France 2 et il a répondu à cette question. Écoutez bien. Est-ce qu'une frappe tactique de la Russie serait considérée par la France comme une attaque nucléaire ? La France a une doctrine nucléaire, je le disais. Et notre doctrine repose sur ce qu'on appelle les intérêts fondamentaux de la nation. Et donc, ce n'est pas du tout ça qui serait en cause s'il y avait, par exemple, une attaque balistique nucléaire en Ukraine ou dans la région. Ça n'appellerait pas une riposte nucléaire conventionnelle ? D'évidence, et ça n'est pas notre doctrine aujourd'hui, je le dis. D'accord. Nous avons un cadre pour ce qui nous concerne. Bien, nous avons un cadre pour ce qui nous concerne. Nous allons regarder ce qu'il y a dans ce cadre. Je remarque 2 choses. Après après l'intervention du président de la République, les propos tenus par Joseph Borrell, au nom de l'Union européenne, qui lui parle d'armes conventionnelles. Il ne parle pas du tout d'armes nucléaires. Il dit, si jamais il y a une attaque nucléaire sur l'Ukraine, attaque russe sur l'Ukraine, nous utiliserons toute la force conventionnelle pour détruire l'armée russe. Il n'a pas dit détruire la Russie, comme ça a été aussi dit un peu rapidement, pour détruire l'armée russe. Là, les précisions sont importantes dans cette situation que nous vivons. Bien, regardons. Qu'est-ce que vous avez compris, Bastien Lachaud, dans la déclaration du président de la République ? La France ne ripostera pas, si je comprends bien, ne ripostera pas d'une manière nucléaire à une attaque nucléaire russe contre l'Ukraine. Écoutez, moi, je n'ai pas compris grand-chose à partir du moment où il faut rappeler les bases de la question de la dissuasion. La dissuasion, moins on en dit, mieux la dissuasion se porte. Le principe de la dissuasion, c'est justement que l'adversaire ne sait pas quelle est la ligne qui va entraîner la réponse par l'arme nucléaire. Parce que nous sommes la France. Nous sommes certes un grand pays, une grande nation, mais nous sommes tout petits géographiquement. C'est-à-dire que pour nous, l'arme nucléaire est nécessairement une arme posthume. C'est-à-dire que... Une arme posthume. Une arme posthume. C'est-à-dire que, et c'est bien pour ça d'ailleurs, que notre dissuasion est basée sur des sous-marins qui sont dans l'océan Atlantique, que nul ne sait leur position. Ou ailleurs. Ou ailleurs. Mais en tout cas, nul ne sait leur position. Oui. C'est justement pour pouvoir répliquer alors que notre pays sera totalement détruit. Et c'est dans ce cadre-là que s'exprime la dissuasion. Et d'ailleurs, le président
a, d'une certaine manière, par ces mots, modifié notre doctrine de dissuasion. Mais vous avez compris, mais qu'avez-vous, d'accord, mais vous venez de définir votre doctrine de la dissuasion. C'est pas ma doctrine. C'était la doctrine traditionnelle. Et la doctrine traditionnelle, elle ne se reposait pas sur des intérêts fondamentaux qui sont, pour le coup, définis dans le code civil, dans le code pénal, mais sur les intérêts vitaux. Oui. Et justement, ces intérêts vitaux ne sont pas définis précisément. Or, le président a dit, nos intérêts fondamentaux sont précisément définis. Donc, moi, je suis l'adversaire de la France, je vais regarder dans le code pénal, je vois ce que sont les intérêts fondamentaux de la nation, et je sais que tant que je ne vais pas au-delà de cette limite, je peux faire ce que je veux. Et c'est une rupture profonde et dramatique avec la doctrine de la dissuasion. Je vous dis ce que je pense. Je pense que la réponse était un peu claire et assez confuse. On n'a pas très bien compris. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, c'est la raison pour laquelle j'organise ce débat. Alors, Lova Rinel, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ce que vous venez d'entendre. Qu'avez-vous compris des propos du président de la République ? Je crois qu'il y a... la dissuasion, par définition, s'inscrit dans un contexte global. C'est important de le préciser. Oui. Donc, en fait, vous avez dans la dissuasion 2 éléments fondamentaux, à savoir le dialogue stratégique, qui, dans le quotidien, parce que c'est comme une musique, en fait, qui se passe tout le temps, en temps de paix, en temps de guerre, les différents commandements des différents pays se parlent. De manière plus ou moins tendue, de manière plus ou moins discrète. Oui. Donc nous avons ce discours de dissuasion dans la dialectique rhétorique existe au quotidien. Ensuite, nous avons le discours politique. La dissuasion, donc la bombe atomique, c'est de la politique, dont le seul détenteur, en France, mais comme ailleurs, est le président de la République. Alors, le chef des armées, président de la République, détient l'arme nucléaire. Tout à fait. Lui définit... Là, il a défini. Est-ce que vous comprenez comme moi que la France, évidemment, ne déclenchera aucune réplique nucléaire à une attaque nucléaire russe sur l'Ukraine? Vous avez compris ça? Votre question, c'est totalement... je rejoins la réponse. Vous avez compris ça? On a tous compris qu'il a dit. Ça, vous avez compris ça, il l'a dit. Bon, d'accord. Bon. Attendez, excusez-moi, juste pour contextualiser, ce n'est pas... Parce que, en fait, là, j'ai l'impression qu'on s'étonne, en tout cas, je comprends votre agacement même et votre... On s'étonne de quoi? De sa réponse, mais les États-Unis ont dit la même chose quelques jours avant, et la doxa française ne dit rien d'autre que ça. Et bien sûr. Alors, donc, qu'on soit d'accord, c'est qu'il n'y a pas de comment dire, et là, je vais anticiper ce que vous allez me dire, Jean-Marie, c'est que moi, je comprends sa réponse comme étant clarifié quelque chose qui était dit pour ne pas dire « Ah, vous le dites pas, mais en fait, on sait, c'est n'importe quoi. » Donc, c'est clair, on n'utilisera pas l'arme nucléaire. Heureusement. Heureusement. Mais heureusement. Non, mais ça, tout le monde est d'accord. Heureusement. Non, mais Jean-Marie Collin. Je pense d'abord, il faut se rappeler que l'arme nucléaire, c'est une arme de destruction massive qui est illégale aujourd'hui au regard du droit international, et c'est important de le rappeler. Deuxièmement... De non-emploi. C'est une arme internationale. La menace d'emploi et l'arme nucléaire est interdite. De non-emploi, oui. Après, je pense qu'il est important de rappeler que c'est un processus psychologique. On fait le pari que l'autre n'utilisera pas son arsenal nucléaire si jamais on devait l'utiliser ou pas. Deuxièmement, ce qui pose problème, c'est pas tellement la question fondamentaux ou vitaux. Il a certainement fait une faute de grammaire. Oui. Ce qui pose problème, c'est la fin de sa phrase en disant principalement qu'il n'y aurait pas d'utilisation d'armes nucléaires si jamais il y a une utilisation en face de l'arme nucléaire sur des pays de la région. Donc sur des pays européens, qui sont aussi des pays de l'OTAN, où là aussi la France a une application. Mais même restons dans le cadre de l'Union européenne, la France avait un discours, et c'est son discours de février 2020, dont pas beaucoup de monde, en tout cas en dehors de la communauté des experts, connaît finalement, où il a bien indiqué que la dissuasion nucléaire française protégeait aussi l'Union européenne, et il a engagé d'ailleurs depuis son mandat de 2017 un processus pour faire en sorte que la dissuasion soit de plus en plus adoptée à travers l'Union européenne. Donc aujourd'hui, il remet en cause ce qu'il a dit en février 2020 dans l'idée que l'arsenal nucléaire français ne pourrait ne pas être employé. Alors moi je pose simplement la question, parce que c'est la question des questions de base. Est-ce que si un membre de l'OTAN est attaqué nucléairement, la France répliquera nucléairement? Non, il y a plusieurs choses. Si je peux me permettre, alors... Il y a l'Europe, et les propos précisément du président le 7 février, c'est l'armement nucléaire a une dimension européenne.
Donc, toute la question est de savoir dans ce terme dimension européenne, dans ce que sont l'Europe élargie, dans le sens l'Europe continentale, l'Union européenne ou pas. Non, mais attendez, parce que l'Ukraine n'est pas dans cette configuration. Non, mais je parle pas de l'Ukraine, je parle des autres pays. La question qui a été parle de posée l'Union au président de la République, c'est si on attaquait l'Ukraine à l'arme nucléaire, est-ce qu'on répondrait? Il est logique dans sa doxa. Enfin, il ne faut pas se mentir. Si un pays de l'Union européenne était attaqué nucléairement, est-ce que je crois qu'il l'envisagerait. La France l'envisagerait. Mais je crois que c'est la doxa française. Alors je vais plus loin. Nous avons un accord avec l'Allemagne. Accord militaire avec l'Allemagne. Accord militaire avec l'Allemagne. Si, il y a un accord militaire avec l'Allemagne. Comme avec toutes les nations européennes. Oui, mais particulier avec l'Allemagne. Il n'y a pas d'accord particulier avec l'Allemagne. Il y a des accords particuliers avec tous les pays. Accord d'assistance mutuelle, y compris militaire, avec l'Allemagne. Oui, dans le cadre du traité de Lisbonne, avec tous les pays de l'Union européenne. Donc s'il y a une attaque nucléaire contre un pays européen, la France défendra ce pays européen avec son arme nucléaire. Je vous ai déjà coupé la parole, allez-y. Donc, la France défendra parce qu'elle est liée à ces pays par le traité sur l'Union européenne, de la même manière, comme au même titre qu'existe l'article 5 du traité de l'OTAN, qui implique assistance mutuelle. C'est ce qui d'ailleurs nous a poussé à intervenir en Afghanistan, aux côtés des États-Unis, dans les années 2000, après le 11 septembre. Bien. Rien ne dit dans ces traités que l'assistance doit être nucléaire. La doctrine française, c'était les intérêts vitaux de la France. Et je reviens sur vitaux parce que c'est fondamental. Parce que justement, ils ne sont pas définis. Et donc, nul ne sait, à part le président, ce que sont les intérêts vitaux. Est-ce que les intérêts vitaux, c'est une frappe nucléaire sur le territoire national ou sur le territoire de l'Union européenne? C'est le président qui le sait. Et le président a modifié, élargi la doctrine nucléaire. C'est pour ça qu'on parle de doctrine de dissuasion élargie dans son discours de février 2020, où il a dit, en effet, il a laissé ouverte l'hypothèse que, et c'est bien une hypothèse, qu'il pourrait répliquer nucléairement si l'Union européenne était attaquée. Mais, là encore, nul ne le sait. Parce que c'est le principe de la dissuasion. Mais par ailleurs, c'est un problème. C'est un problème. Parce que, est-ce que, réellement, une frappe ou une attaque sur un pays de l'Union européenne remet en question les intérêts vitaux de la France? Alors, question, non. Un peu de pub, ensuite vous allez pouvoir parler. Question qui se pose, que vous posez, est-ce que la France a changé de doctrine? C'est le fond de la question. Pardon, mais c'est exactement ça. Depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République, la France a changé de doctrine? C'est la question qu'on peut se poser, en rappelant que la France a toujours refusé que l'arme nucléaire puisse être considérée comme une arme de bataille. Je le rappelle, et nous reviendrons sur le sujet. Il est 11h17. Nous parlons de l'arme nucléaire et je vais ouvrir la deuxième partie du débat sur cette question. Faut-il pérenniser notre arme nucléaire? On va y venir. D'abord, notre arme nucléaire, c'est quoi? De quoi disposons-nous aujourd'hui? Nous avons quoi? 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, 48 missiles balistiques qui sont capables de parcourir à peu près 10 000 km. Donc, ils sont sur ces sous-marins. C'est chaque sous-marin, 3 exactement, qui peuvent porter à peu près 96 ogives nucléaires. C'est 2 escadrons Rafale, dont une partie peut aussi être, une dizaine peut être posée sur le porte-avions, qui peut transporter des armes nucléaires. C'est un total de 290 armes nucléaires. Voilà 290 armes nucléaires aujourd'hui, c'est la force nucléaire française. Voilà. Et c'est un budget aussi important de le rappeler, de 5,6 milliards pour 2023. Bien. Cette arme nucléaire est l'arme ultime. On est bien d'accord. Elle est là pour protéger la France. On est bien d'accord. Elle ne peut être que défensive. Est-ce qu'elle ne peut être que défensive? Dans la doctrine d'emploi française, on a une doctrine de frappe en premier avertissement, en faisant usage des Rafales qui portent un missile de croisière à SMPA, 300 kilotonnes, 20 fois Hiroshima. Et donc, on a aussi cette possibilité. Donc, c'est en cas où on suppose que l'ennemi n'aurait pas compris notre capacité à utiliser l'ensemble de notre arsenal nucléaire, la France pourrait réaliser cette doctrine d'ultime avertissement dans l'objectif de rétablir la dissuasion nucléaire. Mais ça pose la question de... Logique défensive, on est bien d'accord. Logique défensive, mais ça pose la question, si vous utilisez une première arme nucléaire, comment est-ce que vous pouvez penser que vous allez rétablir la dissuasion? Puisque de toute façon, celle-ci n'existe plus, puisque l'idée de la dissuasion, c'est que vous n'employez jamais vos armes nucléaires. Et comment on peut imaginer qu'en face, ils ne vont pas aussi répondre
massivement. Donc on reste aussi dans beaucoup de si. Et Oui, ça pose un problème alors, lorsqu'on ça- est avec une arme de destruction massive. Oui. Bah, c'est le propre. Enfin, c'est Le peut-être Varinel. malheureux pour vous de l'entendre, mais c'est le propre d'un conflit. Chaque conflit a sa, on va dire, sa logique, et on peut pas dire ouvertement, on va faire que ça, que ça, que ça, que ça, et puis tout ce qui sort pas de ce cadre-là, on va pas l'adapter. Enfin, ce que je veux dire, c'est que la doctrine française n'est pas non plus quelque chose de comment dire, de bête et de stupide. L'objectif, c'est de laisser du flou, pour justement se laisser des marges de manœuvre. Et je tiens à le préciser, ce qu'on disait un peu tout à l'heure en off, l'objectif c'est le dialogue, la dissuasion nucléaire, parce qu'on est dans une logique dissuasive de non-emploi. C'est que on en arrive par là parce qu'on sait que le jour où ça arrivera, il n'y aura que des perdants. Ce ne sont pas mes propos. Il n'y aura c'est que quand des même- perdants. Mais le Varinel, est-ce que cette logique défensive est partagée par tous les pays qui possèdent l'arme nucléaire? Mais tous les pays sont dans la même posture de dissuasion. Sur la même Le posture concept- de dissuasion. tous les États On est bien font d'accord. exactement la même Donc chose. il n'y a aucun pays qui aujourd'hui offensivement pourrait utiliser l'arme nucléaire. Donc ce que disent les Russes, ce ne sont que des rodomontades. C'est de la provocation. C'est de la une certitude, provocation. mais c'est de l'utilisation finalement pour assurer, montrer au reste du monde que la dissuasion nucléaire russe est crédible politiquement, puisque le chef C'est une Poutine façon de faire peur au affirme reste du qu'il- monde. Exactement, mais comme le président Macron, de moindre manière, certes, le fait lorsqu'il fait un discours sur la dissuasion, lorsque la France fait un exercice, lorsque les États-Unis le font, lorsque Liz-Truss, il y a 6 semaines, on lui a demandé si elle utiliserait l'arme nucléaire, elle a dit oui, c'est exactement la même chose, c'est dans Donc- ce même cadre. Donc pour vous, jamais Poutine n'utilisera Ah non, l'arme j'ai pas dit nucléaire. ça. Ah, C'est pas dit ça. vous ne dites pas Je ça. vous explique Bon. que ils réalisent tous la même chose de façon un peu différente en termes de propos, en termes de vigueur dans les propos. Oui. Mais aujourd'hui, je n'irai pas à dire qu'il n'utilisera jamais l'arme nucléaire, évidemment. Non, parce Bon. que je pense que l'important, parce que j'entends effectivement votre discours, c'est dire que finalement on monte les gros bras pour faire peur aux gens d'une menace. La question fondamentale, et peut-être qu'on se retrouvera sur ce sujet, c'est que les dissuasions, sont plusieurs doctrines pour tous les pays dotés et possesseurs, a l'idée fondamentale de préserver l'intégrité de son territoire d'une attaque violente pour éviter des morts chez Bah, soi. C'est quand même important de C'est le comme préciser. dans une bagarre, moi c'est le premier qui tape qui a raison. Hein. Pardonnez-moi de vous dire, mais l'arme nucléaire est tellement destructrice. non, justement. Non, mais Non. Mais Ah. non, c'est pas le premier qui tape qui a Non. raison. Parce que le premier qui va taper, c'est le principe de la dissuasion. D'accord. Il va recevoir derrière une Oui. frappe telle qu'il sera lui aussi détruit. Normalement. C'est-à-dire que, normalement. C'est-à-dire que c'est la destruction. normalement. Bah, Bon. c'est le principe de la dissuasion. C'est-à-dire que si tu me frappes, je te frappe de telle manière que même si tu m'as détruit, tu n'as pas gagné. Mais pour revenir normalement, encore au une fois. conflit qui Voilà. fait ressortir ce sujet, la question, et vous avez pris en propos liminaire les propos de M. Borrell, Oui. qui disait que si la Russie venait à frapper de manière nucléaire l'Ukraine, la réponse Serait conventionnelle. mais telle qu'ils ne seront pas capables de réutiliser, on va dire, de pouvoir Mais- utiliser un armement. Juste pour Que compléter, se passera-t-il après? Non, mais- Quelle serait la réponse de la des Russie à cette éléments, frappe parce qu'on parlait conventionnelle tout à l'heure des sous-marins. L'important, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Russie, la permanence à la mer n'est pas le cas. Ce n'est pas vrai. Ils ont une permanence à quai. Donc, si effectivement ils se mettent à attaquer en tactique, donc on est sur des bombardiers, l'Ukraine, je suis désolée, mais la thèse de l'emploi stratégique de l'arme nucléaire russe est quand même limitée par rapport à une réalité de déploiement de leurs sous-marins qui n'assume pas Non, mais la permanence Ils sont à la pas mer. opérationnels, Non, mais- quoi, mais si on j'ai ne bien joue- compris. en Il n'y a fait, pas de non, pas de la permanence. même Mais on ne manière. peut Pas pas de jouer avec permanence le, comme on ne nous. peut pas jouer Non. avec le nucléaire comme Bon, ça. alors Non, attendez. c'est pas un jeu. Mais si, d'une certaine manière, vous nous Mais dites, non. même s'il frappe avec une arme nucléaire tactique, ce n'est pas la même chose. Non, mais nous frappe. Attendez, c'est pas. Non, pas nous, mais attendez. l'Ukraine. On Mais- parle dans un. Non, attendez. C'est pas moi qui le dis, je reprends, j'essaie d'expliquer aux auditeurs oui, j'ai bien- pourquoi j'ai bien les compris. propos de Borrell, Mais- de l'ancien patron de la CIA, de l'actuel patron Oui. de la CIA Pourquoi- allaient dans ce sens-là. Pourquoi Rien d'autre. D'accord. hein. Mais en tout cas, Ok. on ne peut pas imaginer aussi que, suite à une frappe tactique nucléaire russe en Ukraine, une frappe conventionnelle de qui? De l'OTAN? C'est pas une. Oh, Enfin, là, il parle oui. des frappes. Attendez. Non, Oui, mais ça- de frappes conventionnelles serait sans réplique russe, ce n'est évidemment. pas possible. Bon, Donc là, l'enjeu aujourd'hui, c'est d'éviter l'engrenage nucléaire. Il faut arrêter, il faut faire baisser
l'attention aujourd'hui. Est-ce qu'il faut, Bastien Lachaud, je vais alors encore plus loin. Est-ce qu'il faut garder notre dissuasion nucléaire, notre arme nucléaire? Alors, ça, c'est un autre sujet. Là, vous passez du coq à l'âne quasiment un petit peu. Non, c'est pas notre sujet. C'est logique de poser cette question. Aujourd'hui, nous devons œuvrer à un monde dénucléarisé. Oui, nous devons œuvrer à un monde dénucléarisé. C'est un objectif. Parce que l'arme nucléaire, c'est trop dangereux. Parce que l'arme nucléaire, c'est potentiellement, s'il y a une frappe avec réplique, etc., la fin de l'humanité tout entière. Donc, nous devons œuvrer pour la disparition de ces armes. Une fois qu'on a dit ça, M. Collin l'a dit, la France, c'est 280 têtes nucléaires. Les États-Unis, c'est des milliers de têtes nucléaires. Les Russes, c'est des milliers également. Les Chinois sont en train, je pense, d'augmenter leur parc nucléaire. Leur capacité. Donc, ce que nous devons aujourd'hui faire, c'est œuvrer pour, diplomatiquement, un désarmement multilatéral. Bien. Il n'est pas possible que la France, seule, décide de se désarmer. Bon. Mais par contre, donc, la France doit œuvrer, or elle ne le fait pas actuellement. On ne désarme pas, donc, si j'ai bien compris. Bastien, non, c'est pas ce que j'ai dit. Ah, mais non, j'ai dit la France ne doit pas désarmer unilatéralement. Bon. Mais dans un cadre multilatéral, nous devons aller vers... Aujourd'hui, comme il n'y a aucun accord international, on ne désarme pas. Non. 11h29. Un peu de pub. À tout de suite. 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, je repose la question à tous mes invités et Laurent va intervenir, Laurent qui nous appelle de Montpellier. Tiens, je vais donner la parole tout de suite à Laurent. 0826 300 300, vous n'hésitez pas, hein, vous appelez, vous intervenez sur l'antenne. Laurent, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tout le monde. Ouais, ça vous passionne ces débats sur le nucléaire? Alors parce que tout le monde est étonné qu'on organise un petit débat d'1 heure autour de l'arme nucléaire française. Et pas que française d'ailleurs. Oui. Alors, pour ma part, ça ne peut pas... C'est très important de savoir de quoi on parle. Oui. Moi, déjà, je pense que pour la dissuasion, il est annoncé des 6000 têtes d'un côté, 240 têtes. Tout ça, ça fait partie de la dissuasion aussi. Il n'y en a pas autant de têtes. Qu'est-ce que vous allez faire avec 6000 têtes nucléaires? Bombarder, il y a 200 pays, vous allez pas... Laurent, si, ça existe. C'est une réalité, Laurent. Je ne crois pas. Je crois que ça fait partie de la dissuasion nucléaire. C'est mon avis sur le nombre de têtes. Vous vous rendez compte de 6000 têtes avec, alors, attendez, justement, sur ce point, Jean-Marie Collin, vous voulez répondre? En fait, effectivement, si on essaye de pas rentrer... Enfin, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais la grandeur d'ordre, effectivement, c'est 6000 du côté russe et 6000 du côté des États-Unis. L'ensemble de ces deux arsenaux ne sont pas utilisables dans un instant T. Il y a à peu près 1800, entre 1500 et 1800 armes du côté américain comme du côté russe qui sont utilisables dans un instant T, extrêmement rapidement. Le reste étant des armes qui sont éloignées des bases ou en cours de démantèlement ou qui vont être démantelées. Mais ils ont bien un arsenal global de 6000 armes. Laurent, il y a un gros arsenal. Voilà, on ne va pas tergiverser sur les chiffres. Exactement. Bon. Non, mais 1000 c'est énorme. Mais la dissuasion fait partie aussi, le nombre fait partie de la dissuasion. Je comprends. C'est-à-dire qu'on gonfle le nombre pour dissuader, c'est ce que vous voulez dire. On le voit dans les manifestations, le nombre de manifestants. Vous n'y croyez? Non, personne n'y croit là autour de la table, Laurent. Enfin bon. Et ensuite, pour ce qui est de Macron, que je ne soutiens pas, a eu raison de dire qu'il ne faut pas répliquer avec une arme nucléaire, sinon c'est une escalade sans fin. Il n'est pas question de vitrifier toute l'humanité, ça n'apporte rien, hein, à l'humanité du moins. Après aux autres, aux plantes peut-être, mais pas à l'humanité. Donc ça, à mon avis, ça ne se fera pas. Poutine agite une peur pour créer une confusion, pour créer des distorsions en Europe avec cette histoire de l'arme nucléaire. Moi, je pensais qu'il serait capable de le faire, mais en le suivant au fil des mois, je pense que non. Je pense que non, ça n'a aucun intérêt pour lui stratégique même. Qu'est-ce qu'il va faire? Polluer les zones qu'il veut conquérir, donc ça n'a aucun sens non plus. Voilà. Bon, eh ben merci Laurent. Moi, je vous dis tout de suite, la prévision journalistique, le journalisme météo, c'est pas mon truc. Savoir si Poutine ou pas utilisera ou pas l'arme nucléaire, nous verrons bien, malheureusement ou heureusement, s'il l'utilise ou pas. La grande interrogation aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que finalement, dans la réponse que le président Macron a fait en disant qu'il n'utiliserait pas l'arme nucléaire, dans les réponses qu'on fait le président Biden aussi, Joseph Borrell, c'est que on s'interroge sur finalement l'utilité de l'arme nucléaire. Alors, pas du tout. Et ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question. La France, vous dites, Bastien Lachaud, pour résumer votre position, vous dites, il faut absolument ouvrir des discussions, montrer l'exemple, pour essayer de faire en sorte que le monde entier
que le monde détruise son armement nucléaire. Alors attendez, quand vous dites montrer l'exemple, il faut mettre en place les cadres de discussion pour construire le rapport de force tel au niveau de la communauté internationale des États pour que le démantèlement se fasse de manière multilatérale. Des cadres de discussion pour inciter d'autres pays à venir s'asseoir à la table et discuter d'une démilitarisation nucléaire. Aujourd'hui, il existe un traité. Ça existe. C'est le traité d'interdiction des armes nucléaires. Ça a été porté par l'ICAN. C'est un traité qui est aujourd'hui au sein de l'ONU, qui a été ratifié. Vous allez me dire exactement le nombre de... 68 États membres, 91 États signataires actuellement. Et qui est en vigueur depuis 2022. Quels sont les États importants qui ne sont pas signataires? Alors, c'est là où on peut s'interroger. Je vous pose la question. Bien sûr, je vais vous répondre, Jean-Jacques. Toutes les puissances nucléaires refusent de ratifier ce traité. Mais attention, c'est là où on peut s'interroger. Toutes, c'est-à-dire autant la Corée du Nord, la Russie, les États-Unis, la France, toutes ont refusé de participer, ne serait-ce qu'à la négociation, à la discussion. Toutes ont fait... Non, pardon, pas toutes. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France ont protesté officiellement, ont fait une conférence de presse officielle pour protester sur la tenue à l'ONU de négociations sur l'interdiction des armes nucléaires. Donc on peut s'interroger aussi pourquoi ces États ensemble ne travaillent pas ou tentent pas de travailler ensemble. Et on a un cadre de négociation qui est le TIAN, qui est... non, c'est pas faux, il y a eu une conférence de presse. Non, mais en fait, ils travaillent sur place. ensemble. Non, ils ne travaillent pas en place, ils ne sont pas venus Vous faites croire aux auditeurs qu'effectivement, ces trois pays ne veulent pas désarmer, ne travaillent pas sur la non-prolifération, c'est absolument faux. Ah bon, où ça? Non, il y a un processus de renouvellement. La non-prolifération, la France et les États-Unis... on parle de désarmement. On parle de désarmement. On parle de désarmement. Non, l'erreur, c'est de considérer que la bombe atomique est sortie de toute réalité stratégique globale. Non, pas du tout. Mais bien sûr que si. Non. Vous êtes tous les deux en train de dire que la bombe atomique est le porte-parole du seul en fait problème mondial par rapport à... Mais bien sûr que non. Excusez-moi. C'est pas du tout la question. C'est les rapports de force à mettre sur la table. Non, mais attendez, dans ces cas-là, on va poser la question autrement. Allez, aujourd'hui, la défense française repose sur la doctrine de la dissuasion. Aujourd'hui, la sécurité de nos concitoyens, d'une certaine manière, repose sur la dissuasion parce que nous sommes un petit pays. En grande partie. En très grande partie. En très grande partie. Et c'est une bonne chose. Voilà, c'est une bonne chose. Ah bon? Vous dites que c'est une bonne chose. Aujourd'hui, c'est une bonne chose. Il faut œuvrer à sortir de cette situation, mais aujourd'hui, oui, c'est une bonne chose que la France soit protégée. Et donc, je vais plus loin. Aujourd'hui, nous allons dépenser des milliards, beaucoup de milliards, des dizaines de milliards, pour renouveler notre force nucléaire à horizon 2050 jusqu'en 2080. Oui. Bien. Aujourd'hui, nous n'avons pas la garantie que cette dissuasion soit efficace en 2050 jusqu'en 2080. C'est-à-dire que... Mais nous avons la garantie qu'elle est efficace aujourd'hui, quand même. Je pense que nous avons la garantie qu'elle est efficace aujourd'hui. Eh oui. Non mais je suis basique. Oui, mais attendez, dans le domaine militaire, il faut regarder loin devant. Parce que quand aujourd'hui, les sous-marins que nous commandons aujourd'hui vont entrer en eau en 2050. Oui, c'est vrai. Bien. Et donc, si nous n'avons pas la garantie qu'en 2050 jusqu'en 2080, ces sous-marins seront capables de ne pas être détectés et donc d'être détruits avant de pouvoir frapper. Si nous n'avons pas cette garantie, notre dissuasion ne fonctionnera plus. Donc nous devons réfléchir ou à d'autres voies de dissuasion, ou en tout cas à ne pas forcément mettre tous nos œufs dans le même panier. Et je ne dis pas ça juste pour dire « ah bah les armes nucléaires », je dis ça pour notre défense, pour notre souveraineté et pour garantir la sécurité de nos concitoyens. La dissuasion nucléaire aujourd'hui empêche de penser autrement un système de défense. Je comprends votre position. Mais quel peut être cet autre système de défense? Quel peut être cet autre système? Qu'est-ce qui peut aujourd'hui dissuader un ennemi de nous attaquer? Expliquez-moi. Il faut faire preuve d'imagination. Ah ben allez-y, alors imaginez pour nous. Imaginez une dissuasion. Allez, regardez, aujourd'hui, tout le monde a son smartphone sur la table du plateau. Là-dessus, vous êtes connecté à plusieurs dizaines de satellites tous les jours. C'est-à-dire que notre civilisation aujourd'hui dépend de ce qui se passe dans l'espace. Une nation qui serait en capacité de détruire tous les satellites au-dessus d'un autre pays serait en capacité de mettre quasiment à terre
ce pays. Et aujourd'hui, c'est très facile de détruire ces satellites. Et donc très la dissuasion ne fonctionnerait pas par ailleurs, puisqu'elle se sert aussi d'un certain nombre de satellites. Donc, oui. Pas tout non, le pas la, temps. pas la, Enfin, non, pas- a pardon, priori, mais là, pas la nôtre. non, les ordres de pas- commandement, enfin, un ensemble de choses. Non, pas tout. Non. non, Là, pour le coup, je ne peux pas laisser Non, moi dire non ça. plus. On ne peut pas laisser dire Pas ça. tout, mais un ensemble de choses. Ah, Non, on est d'accord. pas suffisamment pour mettre Non, mais- en péril non, mais- l'ordre de commandement. Non, mais c'est important de là, préciser. là, c'est pas de ça Non, dont mais- on parlait. Parce que ce que j'expliquais, c'est que notre société serait complètement mise à genoux juste parce que nous n'aurions plus nos satellites. Donc vous voyez, il existe d'autres systèmes de dissuasion, moins létaux, encore que, mais en tout cas qui ne reposent pas sur l'arme nucléaire. Il suffit de réfléchir et d'avancer et de ne pas se dire il n'y a qu'une seule dissuasion, c'est l'arme nucléaire. Bon, alors avançons. Non, mais on peut- Imaginons enfin- que la France avance dans cette réflexion d'ouvrir le débat mondialement, d'accepter de s'asseoir à une table, autour d'une table, pour discuter de la dissuasion nucléaire. Bon, pour l'instant, elle ne le fait pas. Mais qui va s'asseoir autour de la table? Si la France prend une initiative, que va-t-il se passer? Que pourrait-il se passer? Il y a déjà, d'abord, il y a déjà des initiatives qui existent, encore une fois, qui sont dans le cadre de traités, non-prolifération ou traités d'interdiction des armes nucléaires, dans lequel, si la France fait un pas en avant, d'autres États vont s'interroger pourquoi elle fait ce pas en avant et va encourager. Mais et d'autres- quels États? Non, mais- Eh bien, parce que vous l'ensemble croyez des que États- les États-Unis ou la Russie vont venir s'asseoir Les autour de la table? États-Unis et la Russie Mais ont les signé des Britanniques traités aussi. interdisant les armes bactériologiques et les armes chimiques. Oui. Oui. Pourquoi? Oui. Parce que Mais moralement, elles n'ont signé aucun traité interdisant l'arme Non. nucléaire. Et Écoutez, elles ne sont pas prêtes de le faire, non? Alors moi, je parierai pas sur l'avenir, je suis Ah bon? désolé. Bon, On ne peut d'accord. jamais parier sur l'avenir. Bon, Personne n'aurait parié en 68 que la France allait ratifier un Bon, traité pour bon. la non-prolifération nucléaire. D'ailleurs, son ministre des Affaires étrangères avait dit on ne le ratifiera jamais. Ils l'ont ratifié au final. Donc ne parions pas sur l'avenir, les gouvernements changent, les idées changent, les concepts évoluent, les problématiques de défense évoluent. Donc ça aussi, c'est important de le prendre en la compte. vision de l'opinion publique change. Pour l'opinion publique, les armes chimiques et bactériologiques C'est sont inacceptable. une abomination et c'est inacceptable. Pour l'opinion publique aujourd'hui, l'arme nucléaire n'est pas inacceptable. Pourquoi? Parce que Elle est on- dissuasive. Oui, Parce que c'est là alors où c'est pas 0826 d'accord. 300 C'est ça, la 300. non, différence. c'est pas ça. C'est une arme de destruction massive. C'est pour une autant. arme de destruction Dissuasive. massive, mais c'est En parce fait, que par les gens essence- n'imaginent pas aujourd'hui quels sont les effets de cette arme. Alors, 0826 300 300, doit-on garder notre dissuasion nucléaire? On va demander aux auditeurs ce qu'ils en pensent. Mais la question n'est pas aussi Eh ben oui, elle est binaire pas que si, ça. parce qu'à partir du moment où vous vous engagez à vous asseoir autour d'une table et à ouvrir la discussion Ouais. sur la dissuasion nucléaire, vous avez mis dans la tête des autres que vous êtes prêts à abandonner votre arme nucléaire. Ou- Évidemment. ou une, Évidemment. ou une partie de celle-ci. On va écouter. Non, mais- Ou une partie, franchement, ou une partie de celle-ci. Et- Oui, oui, non, mais Ah c'est oui, pas- mais non. On peut dire, la France Mais peut c'est tout à- l'objectif final. Ah, je suis ben désolé, voilà, mais c'est- on regardez, est d'accord. bien évidemment, Je mais l'ai dit. on est engagé juridiquement. Il faut aussi se rappeler de ça. Oui, Nous avons Non, la des France n'est pas engagements je juridiques. suis engagée juridiquement d'accord. Si, sur à la... travers le traité sur de les- Jean-Marie non-prolifération Oui, nucléaire. d'accord. Mais À pas, partir mais pas du sur moment sur le, où on le tien. Je suis donne, désolée, où Jean-Marie. on s'assoit autour de la table, ça veut dire qu'on est prêt à abandonner notre arme nucléaire. Et là, oui, Évidemment. mais là- Mais bien sûr. Et alors, Bon. quel est le problème? Alors je pose la question aux auditeurs, Bah oui. faut-il abandonner ou pas? Non, mais il y a une... C'est pas si binaire que ça, parce c'est pas si simple ce que n'est ça. pas la même chose d'abandonner unilatéralement Oui. ou dans un processus. Mais non, Oui, mais dans ça un- change tout. Oui. Oui. Ça change tout. Oui. Parce que le jour où les États-Unis donc ça détruiront change leur aussi- dernière ogive nucléaire, Non, je mais- n'ai aucun souci pour que la France abandonne sa dernière ogive nucléaire. Bon, il est 11h43, un peu une pause, et puis 0826 300 300, allez-y, intervenez, n'hésitez pas. Sud Radio parle 10h30, 12h30. Jean-Jacques Bourdin. 0826 300 300, Patrice est à Paris. Bonjour Patrice. Bonjour Monsieur Bourdin, mais vos invités également. Quelle question avez-vous envie de poser, Patrice? Ma question, j'entends un débat très intéressant avec des gens qui savent de quoi ils parlent et c'est très instructif, mais moi je regarde ça de mon clocher, c'est-à-dire sous les toits de Notre-Dame, puisque toutes les distances en France partent de là. Moi je voudrais savoir quelle serait, de l'avis de vos interlocuteurs, l'attitude du président Macron face à un conflit généralisé où la France sera attaquée d'une manière classique ou nucléaire, ou un pays voisin comme la Pologne, comme l'Allemagne, etc., sera attaqué. Quelle pourrait être la réaction de notre président et quelle pourrait être la situation des Français en cas de conflit? Et vous dire aussi que ce que je crains, c'est qu'on est en train de nous embarquer dans une histoire qui n'est pas forcément la nôtre. Et je crains pour la France et je crains aussi pour les autres pays, évidemment. Voilà. Bien. Je voudrais savoir ce que vos interlocuteurs en pensent.
Bon, alors, quelle serait l'attitude d'Emmanuel Macron? On ne sait pas, on n'est pas à sa place. Hein. Vous, non, oui, Bastien Lachaud. Vous allez critiquer, bien sûr. Non, d'accord. Pas forcément. Ah non, je dis. Pas forcément. Moi, j'entends oui. la crainte qui s'exprime par la voix de votre auditeur, et je la comprends. Parce qu'aujourd'hui, en effet, la situation... Nous sommes embarqués dans ce conflit en Ukraine. Non, je ne dis pas que nous sommes embarqués. Je dis juste que nous devons veiller à ne pas être embarqués dans ce conflit, et que c'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais faire baisser la pression pour nous assurer que Poutine n'utilise pas l'arme nucléaire. Nous ne devons pas être co-belligérants de ce conflit, et c'est vrai que le président Macron... Mais il le rappelle à chaque fois. Et c'est vrai que le président Macron, sur ce point-là, depuis le début, tient une position assez juste. Maintenir le contact et le dialogue avec la Russie de Poutine, quoi qu'on pense de Poutine, et pour moi Poutine est un horrible dictateur, mais quoi qu'on pense de cela, il faut maintenir le dialogue avec la Russie de Poutine, parce que sinon c'est l'escalade. C'est l'escalade, et à partir du moment où l'escalade, on ne sait pas où ça s'arrête, et avec une puissance nucléaire, l'escalade, ça peut aller jusqu'à la disparition de l'humanité. Donc nous devons être très responsables. Donc j'entends cette crainte, je dis que le président a bien œuvré pour l'instant. Je pense que sur la question de la dissuasion, nous devons réaffirmer les choses simples que le général de Gaulle et le président Mitterrand ont dit avant lui et avant nous. La dissuasion, ce sont les intérêts vitaux. Et la dissuasion, moins on en parle, mieux on se porte. Mais... Bon. Alors, moi, je crois qu'on tombe dans un écueil, parce que moi, je comprends aussi l'inquiétude de notre auditeur, et c'est aussi pas le seul, et c'est normal de s'inquiéter. Il y a des gens qui meurent, il y a des bombes qui tombent, et ça fait quand même peur. Et qu'on est aussi partie prenante. La France est nation cadre en Europe sur les discussions. Je crois que, pardon, on ne peut pas dire d'un côté, ça peut-être vous étonner de dire, on ne doit pas parler de la dissuasion. Enfin, moins on en parle, mieux c'est. Et en même temps, reprocher à la France de ne pas avoir de débat sur le sujet. Excusez-moi, il y a quand même... Je parle de la doctrine. Non, mais la doctrine, elle est dans un texte, on va sur Internet, Élysée, il est là, on la lit. Non, après, puisqu'il en a changé. Il l'a pas changé. Si, il a passé d'intérêts vitaux à intérêts fondamentaux. Oui, c'est peut-être... Pour moi, je crois... Non, mais langage. Non, attendez, excusez-moi. Non, je comprends l'importance de rester précis. Excusez-moi, de rester précis sur des termes. J'entends ce qu'il dit, moi aussi, ça m'a titillé l'oreille. Mais pour autant, j'ai une conviction, le président parlait d'intérêts vitaux. Non, puisqu'ils sont précisément définis. Alors écoutez, les intérêts vitaux, justement, ne doivent pas être précisément définis. On ne va pas reparler de ce qu'a dit Emmanuel Macron. Il l'a dit, on l'a pas toujours bien compris, c'est vrai. Jean-Marie Collin, pour vous c'est clair, il faut arrêter avec cette arme nucléaire, que tout le monde s'assoit autour d'une table et on en termine, quoi. Alors il est évident, et personne dans la communauté du désarmement, comme dans la communauté des acteurs qui sont aujourd'hui... Un pro-désarmement, je le rappelle. Oui, je préfère être un pro-désarmement qu'un pro-nucléaire militaire. Non, mais bien sûr. Je dis pas ça d'une manière critique. Tout le monde est bien conscient que le chemin est long et complexe. Oui. Ok. Mais long et complexe, ça ne veut pas dire qu'on doit renoncer à avancer. Et votre auditeur, Monsieur Patrice, exprime bien en fait sa crainte finalement, la crainte d'être embarqué, la crainte qu'il y ait potentiellement un conflit nucléaire, la crainte des conséquences de ce conflit nucléaire. Et donc c'est ça aussi qu'on doit véritablement mettre sur la table, qu'on doit discuter, que la représentation nationale qui va être engagée à discuter des débats avec plusieurs dizaines de milliards sur les prochaines années doit véritablement ouvrir un débat démocratique pour en discuter, pour pouvoir auditionner un ensemble d'acteurs, ce qui n'a jamais été fait convenablement et honnêtement. Et c'est ça, ces questions-là. Donc, moi, quand le président Macron dit on ne doit pas trop en parler, on peut aussi entendre ça. Je ne préfère que l'opinion publique ne le sache pas trop. D'ailleurs, en 2014, au Sénat, une sénatrice socialiste avait proposé un débat public et Christian Cambon, qui était président de la commission de la défense, avait indiqué « Je ne préfère pas donner finalement la parole aux opposants à l'arme nucléaire ». Donc il y a toujours une volonté finalement de faire en sorte que ce sujet ne s'exprime peu, alors que les gens s'intéressent, se questionnent, que ce n'est pas si compliqué que ça, c'est pas plus compliqué que le dérèglement climatique qui nous affecte chaque jour. Et donc il est nécessaire d'en parler, d'entendre convenablement tous les avis, de comprendre pourquoi la France ne veut pas s'asseoir à la table des négociations, pourquoi les Russes ne le font pas, pourquoi 122 États... Les Américains ne le font pas. Les Américains aussi. Pourquoi 122 États ont mis en place un traité pour interdire les armes nucléaires, qui est une norme reconnue internationalement, qui agit, qui avance, qui va prendre en compte déjà la question de la réhabilitation des anciens sites d'essais nucléaires à travers le monde, des victimes des essais nucléaires, et qui agit d'ores et déjà. Les Allemands ont indiqué qu'ils allaient réfléchir à ces questions-là de façon plus précise, comme les Néerlandais. Donc il y a une avancée internationale qui s'interroge
fortement, puisque tout simplement, le monde ne se remettrait pas d'une catastrophe nucléaire militaire. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et c'est pour ça que j'ai débuté mon intervention en disant bien que c'est une arme de destruction massive. Ce n'est pas une arme comme les autres. Oui. Ça, on est bien d'accord. Oui, non, c'est important véritablement de le rappeler. Évidemment que c'est une arme de destruction massive, c'est une arme tout aussi horrible que les armes bactériologiques, que les armes chimiques, qui elles, ont été interdites par des traités qui ont été ratifiés pour le coup par les États-Unis, par la Russie, par l'ensemble des pays. Donc il faut travailler sur l'opinion publique pour que tout le monde prenne conscience de l'horreur de cette arme, pour que en effet il y ait une pression de l'opinion publique mondiale, pour que en effet l'idée de la dénucléarisation totale de la planète soit possible. Cela veut donc dire une dénucléarisation multilatérale, je le rappelle, et nous devons, oui, en France, discuter de la dissuasion, discuter de nos formes de dissuasion, discuter de notre dissuasion aéroportée. Mais est-ce que, très bien, je comprends très très bien votre position, mais je repose la question de base, à mon sens, est-ce que discuter ne montre pas un éventuel adversaire ou ennemi qu'on est en état de faiblesse? Pas du tout. Non, parce que discuter... Oui, juste, je réponds. Oui. Juste, discuter ne dit pas que nous n'utiliserons pas l'arme si nous sommes attaqués. Discuter, ça signifie simplement que philosophiquement nous sommes pour un monde dénucléarisé, que nous voulons tout mettre en œuvre diplomatiquement pour aboutir à ce monde que nous considérons comme meilleur, et que donc, à partir de ce moment-là, nous sommes ouverts à la dénucléarisation, mais que le premier qui viendra s'y frotter, si jamais il veut s'y frotter, tant que nous avons l'arme nucléaire, nous serons en capacité d'appuyer sur le bouton. En fait, je pense donc vous voterez les milliards? Vous voterez, si le gouvernement, je ne sais pas combien de milliards, mais puisque ça se chiffre en milliards. Enfin, c'est 37 milliards quand même affichés sur la LPM. Combien, après, c'est ventilé en fonction des avancées. C'est plus de 5 milliards par an. 5 milliards 618 millions pour l'année prochaine. Bon. On arrivera à 6 milliards en 2024, 6 milliards en 2025, et ça continuera au moins pour une dizaine d'années. Là, vous votez pour l'instant? Non, parce que, voilà, encore une fois, là, on n'est pas sur du... parce que nous n'avons pas de discussion sur la dissuasion. Nous n'avons pas de discussion parce qu'aujourd'hui, les milliards que vous avez une position quand même qui est un peu étrange. Non, pas du tout. Parce que vous dites, vous dites, ouvrons les discussions, très bien. Très bien. Rappelons à nos potentiels adversaires que nous pouvons frapper à tout moment. Pour pouvoir frapper à tout moment, il faut quand même avoir l'arme nucléaire. Alors attendez, mettons-nous d'accord. Là, les milliards dont on parle, ce n'est pas pour entretenir l'arme nucléaire actuelle. Bon. C'est pour préparer les armes nucléaires de 2050 à 2080. Pour entretenir l'arme nucléaire actuelle, on sait... On est sur 2 à 3 milliards. 2 à 3 milliards par an. Oui. Ça nous coûte 2 à 3 milliards par an, donc. Bien sûr. L'entretien. Et aujourd'hui, dans la situation actuelle, c'est une dépense qui est raisonnable. Raisonnable. Oui, mais la vraie question, c'est pour la suite. Moi, je n'ai aucune garantie que les armes que nous finançons aujourd'hui seront efficaces dans 60 ans. Et donc, pour la défense de nos concitoyens, je préfère qu'on ait la discussion et qu'on ait... C'est fini. Non, mais c'est fini. Pardon. Excusez-moi, Lovarinel. C'est fini. Il est 11h56. Merci. Merci d'être venu pour parler d'un sujet pas si difficile que ça finalement, mais un sujet passionnant, la dissuasion nucléaire française. Merci d'être venus tous les trois. Demain, je devais être au Mondial de l'Auto et recevoir Clément Beaune, mais Conseil des ministres, ce sera jeudi. Clément Beaune, qui est le ministre des Transports, répondra à toutes mes questions et à toutes vos questions. Il sera en direct avec vous du Mondial de l'Auto. Il est 11h57. Merci de nous accompagner sur Sud Radio.